Il y a du mystère dans l'air, comme un voyage où on resterait sur place, un voyage simplement dans la mémoire, un voyage où tous les souvenirs seraient précis, comme si on les avait vécus la veille. Nous, les enfants, nous avons toujours été des enfants. Nous avons toujours joyeusement glissé sur les pentes du dos rond de notre village. Chaque année, nous avons cueilli les premières cerises de ces vergers. Chaque vacances, nous nous sommes cachés dans les buissons autour de son église Saint-Laurent. Si bien que nous nous sommes dit que vous aussi, tous nos amis autitrois, vous avez sûrement aussi toujours été là, que votre mode de vie n'a pas totalement changé, que vous avez gardé quelque chose de vos anciens métiers, de vos fêtes. Pour en savoir plus sur vous, sur ce qui a et ce qui n'a pas changé, nous vous avons écrit. La première découverte ne nous a pas étonnés. Nous avons appris que des enfants comme nous avaient déjà réalisé, il y a bien des années, un portrait du village dont voici le générique. Nous avons donc écrit à quelques autitrois et nos lettres ont été déposées par Jocelyne, notre factrice. Avec sa camionnette, elle commence tous les jours sa tournée par les entreprises. Il y a toujours eu des entreprises, petites ou moyennes. Hier, c'était une entreprise de Jokari. Aujourd'hui, c'est la chocolaterie Battista qui s'est installée à Haut-Titre. Depuis quand Battista existe-t-il? Battista existe depuis 1984. On a fondé ça à Bruxelles et on est arrivé ici à Haut-Titre en 93. Quelle est la quantité de chocolat que vous produisez par an? Environ 350 tonnes. Et combien de tonnes partent à l'étranger? On peut estimer à l'heure actuelle que 55 à 60% de nos fabrications est exportée. Où exportez-vous votre chocolat? Le premier marché d'exportation, c'est notre pays limitrophe, donc c'est la France, c'est le premier marché. Alors après ça, nous avons le Danemark, un peu en Italie, en Espagne, au Canada, en Australie. Et est-ce que vous avez beaucoup de concurrence en Belgique? En Belgique, c'est vrai, il y a de la concurrence un peu partout. La Belgique, c'est le pays du chocolat. Bon, maintenant, ici, côté flamand, c'est là qu'effectivement, il y a la plus grande concurrence, parce qu'ils sont les plus nombreux. Malheureusement pour nous, Wallons, 95% de la fabrication du chocolat est faite en Flandre. Ici, en Wallonie, on ne représente que 5% du quota exporté. Et est-ce qu'il y a plusieurs entreprises Battista en Belgique? Non, il n'y en a qu'une, ici, à Haut-Titre. Ici, vous avez la tempéreuse, puisque donc le chocolat, il arrive ici à 45 degrés, et ici, donc, il va être tempéré entre 28 et 32 degrés, ça dépend en fait du chocolat. Le chocolat blanc, c'est de 26 à 28 degrés. Le chocolat au lait, c'est de 28 à 30 degrés. Et le chocolat noir, c'est de 30 à 32 degrés. Voilà. On a un spécialiste parmi nous ici, c'est vraiment bien, c'est chouette. Au départ, on était donc fabricant de pralines exclusivement. Et puis comme le praline c'est assez saisonnier, on s'est lancé dans la fabrication de bâtons et c'est ce qu'on produit le plus actuellement. Donc en fait notre slogan c'est la praline en bâton. Donc ici, les chocolatiers sont occupés de marbrer tous les moules à chocolat ici.
ici on arrive à l'étape où on va fabriquer la coquille du chocolat. Donc en fait un chocolat ça se fait en 3 étapes. D'abord la coquille, ensuite le fourrage et puis le talon du chocolat. Donc en fait ici le moule va être rempli complètement de chocolat comme vous pouvez le voir juste ici. Vous faites essentiellement des chocolats aux noisettes. Je crois que celui qui marche vraiment le plus, c'est le chocolat lait praliné en fait. C'est la plus grande consommation. Quels sont les différents goûts en Belgique? Donc on peut constater que les Flamands sont plutôt des amateurs de chocolat lait et blanc. Les Bruxellois mangent beaucoup plus de chocolat noir. Et les Wallons, ils mangent du chocolat lait et vient ensuite le noir. Les larges paysages de Haut-Titre nous rappellent la vocation agricole du village. Les peupliers ressemblent à de grands paravents entre les récoltes. Les fermes ont l'allure de navires avançant au milieu d'immenses vagues. Autrefois, il y avait des ateliers de ferronnerie, comme celui-ci, où on réparait les machines agricoles. Aujourd'hui, il y a les ateliers et le magasin Mesdag qui vendent et entretiennent du matériel agricole et horticole. Alors, nous sommes arrivés ici à 7 ans, nous avons construit l'atelier. Notre activité principale, c'est le matériel agricole, mais le côté horticole se développe d'année en année. Alors, ça représente qu'on a quand même 2 types de clientèle. Une clientèle principalement agricole, qui va jusqu'au nord de Bruxelles et qui va jusqu'à Charleroi, jusqu'à Bierge, Wavre, et d'un autre côté jusqu'à Enghien, Saintes. Ça, c'est la région qu'on occupe dans notre marque. Et alors, pour ce qui est clientèle horticole, ça c'est beaucoup plus local. Il y a des clients qui viennent de Lillois, Brella, Le Virginal, Ytre, Waskerk, Vautier-Brenne. Qu'est-ce que vous faites avec les outils quand par exemple il y a un tracteur qui est en panne et qu'il a des pièces qui sont plus utilisables, qu'est-ce que vous en faites? Les pièces qui sont cassées, tout ça, ferraille. Mais les nouvelles pièces, on les achète en Allemagne. Donc je téléphone par ordinateur, je commande les pièces avant 4 heures. Et demain matin, la pièce va se trouver devant la porte, avant 8 heures. Et ça vient d'Allemagne, dans la nuit. Ça c'est facile, ça s'appelle le service. Parce qu'il faut que, quand un tracteur est en panne, il faut qu'il soit réparé le plus vite possible, parce que les fermiers, quand il fait beau, ils ont besoin de travailler et il faut aller toujours de plus en plus vite. Ce qu'on a aussi beaucoup, c'est des entrepreneurs de jardin qui viennent ici avec leur matériel. Pour eux, c'est important. En fait, on a toujours axé notre activité plus sur l'importance de l'atelier que le magasin. Parce que il faut axer sur le service et pas sur le commercial, quoi. Enfin, le commercial est important, mais le service est encore plus important. Nous voulions aussi aller à la rencontre de ceux qui travaillent cette terre. Malgré la mécanisation et l'automatisation, ils continuent à l'aimer comme avant. Il y a 36 sortes de services. On part du labour jusqu'à l'arrachage de betteraves et la récolte de maïs, en passant par les plantations, par les pulvérisations. Donc ça s'appelle le cueilleur. Ça cueille sur 4 mètres de large.
Si vous voulez venir voir ici à l'intérieur, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Vous avez le tambour qui tourne là. Si vous savez prendre une petite prise d'ici. Vous voyez les peignes là. Mais ça tourne dans ce sens-là. Les pois, les gousses, les poils, les gousses, les feuilles, là, enfin toute la matière, une partie des fans monte avec, parce que c'est arraché, c'est pas coupé, hein, c'est arraché. C'est projeté sur les deux petits tapis qui sont de chaque côté là. Donc les tapis tournent vers l'intérieur. Ils viennent déposer la matière dans le gros tapis noir qui est au centre là-bas. Et qui vient déposer toute la matière dans le grand tambour à l'intérieur, qui est grillagé là. Ce tambour, qui tourne à 200 ou 300 tours minute, fait une première sélection entre les petits pois et les feuilles. Ensuite, les morceaux de feuilles et de tiges qui restent sont retirés par aspiration. Mais pour finir, ça termine dans la trémie ici. Voilà. Et ce sont des petits pois presque purs, hein, presque propres. Et à ce moment-là, on le met dans le camion. Et 1h30, 2 heures après, ça se trouve à l'usine et ça est travaillé, c'est mis directement en boîte ou bien congelé. Et des fois, par exemple, quand il pleut et tout ça, vous avez envie de travailler ou pas? Ça dépend. Hein. Les petits pois qui pleuvent, qu'il vente, qu'il neige, enfin au mois de juillet, il ne neige pas. Non, mais est-ce que ça vous met de mauvaise humeur ou bonne humeur Mauvaise humeur. Hein. Et quand il fait beau, ça va quoi. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est une question d'organisation de travail. On est à la moisson, il pleut, on est lancé, tout tourne bien, le travail est organisé jour après jour. Celui-là va faire ça, celui-là va faire ça. Et puis il pleut 2 heures ou 3 heures, on est parti un jour sans travailler. Et puis il faut tout recommencer la programmation. C'est ça, c'est le problème. Hein. Les machines se perfectionnent, deviennent de plus en plus précises, sophistiquées, capables de tout semer, de tout récolter, de vraies petites usines sur roues. À 2 pas de chez Camille, nous avons fixé rendez-vous à David, jeune maréchal ferrant qui, malgré quelques changements d'outillage et d'équipement, reproduit exactement les mêmes gestes que son arrière-grand-père. Pourquoi exercez-vous ce métier? Pourquoi? Ça c'est une longue histoire. On peut reprendre ça à l'origine. J'ai toujours eu des chevaux à la maison, mon grand-père était agriculteur, on peut dire que mon arrière-grand-père était maréchal ferrant. Et il y a un tas de choses, un tas d'éléments qui poussent à se diriger vers ce métier. Et puis c'est aussi l'apport de la nature, le contact avec les gens, se déplacer en permanence et être un peu son propre patron aussi, comme c'est un métier indépendant. Et ça c'est une des plus grosses raisons, et puis l'amour des chevaux, et c'est tout un ensemble en fait de choses. Est-ce que ce métier est en voie de disparition? Non, il a été dans l'après-guerre pendant tout un temps et maintenant il y a un renouveau qui se fait, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans la maréchalerie. Et non, c'est un métier qui a de l'avenir, et il y a beaucoup plus de chevaux maintenant qu'avant qui sont utilisés pour le loisir et plus pour le travail comme avant. Et des manèges s'ouvrent un peu partout, donc je pense qu'il y a un bon potentiel à ce niveau-là. Voilà. On enlève le fer. Quand on travaille sur le pied du cheval,
On essaye toujours de faire des mouvements d'avant, derrière en avant et éviter les mouvements latéraux. Parce que le pied du cheval a une articulation qui est tracée dans un plan médian en fait et qui n'est pas faite pour assumer des mouvements latéraux à grande échelle quoi. Donc je vais reprendre plus en interne ici qu'en externe. Et comment vous savez qu'elle a mal? Comment je sais si elle fait mal? Généralement il signale. Il le dit, il se lève, il bouge, d'une façon ou d'une autre, il fait savoir. Cette laquelle c'est une matière vivante. Ça dépend où c'est réglé, hein. Il y a un manomètre là. Là, tu peux mettre ta main. La fourche, on prend le fer chaud. Attention, ça va faire des paillettes. C'est qu'elle tienne sa tête plus haut. Parce que quand elle fait ça, elle met tout son poids sur moi. Les vergers et les prairies fleuries de haut titre ont de tout temps été le royaume des abeilles. Butineuses et travailleuses infatigables, à chaque belle saison, elles reconstituent leurs réserves de miel et repeuplent leurs ruches. Commençons par le début. La reine pond un œuf. Elle peut en pondre, dans certains cas, et avec des jeunes reines, jusqu'à 2000 œufs par jour. Si on compte qu'il y a 850 cellules par décimètre carré, ça va vite pour remplir un cadre. Alors, l'œuf reste à l'état d'œuf pendant 3 jours. Ensuite, il devient une petite larve pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, les abeilles vont fermer la cellule avec un opercule. Et va commencer à ce moment-là dans la cellule la nymphose, c'est-à-dire que le petit ver, le petit asticot, va se transformer en nymphe. Et par la suite, à la naissance, l'abeille va détruire la petite porte qui a été soudée ici et va sortir un insecte complet, avec 6 pattes, 2 paires d'ailes, les antennes, la tête, le thorax, l'abdomen et le dard. Les cadres, qui servent à la reproduction des abeilles, servent aussi à stocker le miel que Raoul récolte. En ce qui me concerne, je récolte quand les années sont bonnes, en mai, fin juillet. Je vous dirais que l'année dernière, j'ai rien eu au mois de mai, et l'année avant, je n'ai rien eu au mois de mai, ni au mois de juillet. Le temps a été déplorable. Alors, pour aller chercher les cadres, comme l'apiculteur c'est quand même un peu un pilleur, il faut bien se protéger. Parce qu'un costume, un pantalon comme ceci, le dard il passe à travers. Hein, donc il faut être habillé en conséquence, il faut un vêtement en toile forte, un voile, des gants. Et puis alors on peut commencer à ouvrir la ruche. Ça fait une tête de cirque.
Non, c'est à la fin. Bon, mais il est bien entendu que je ne vais pas vous laisser approcher. Voilà, tu n'auras pas peur. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, cadre de couvain et une couronne de miel tout autour. Tout ce que vous voyez, ces brunâtres, c'est du couvain operculé. Et alors vous avez là du miel qui ne l'est pas encore. Tout en transportant nos lettres, Jocelyne poursuit sa tournée au centre du village. Comme Renée, qui avant-hier encore passait de maison en maison et s'arrêtait souvent, elle ne presse pas toujours le pas. Elle échange quelques mots. Elle apporte des nouvelles et en prend aussi. Ici, Jocelyne apporte notre lettre à Michel. Michel et Anne habitent l'ancienne école des Sœurs. On dit, avec raison, que l'école est un lieu de rencontre important dans un village. Eh bien, cette école est restée un lieu de communication. Michel est peintre, dessinateur, metteur en page de livres, designer d'objets et surtout graphiste. Combien de temps mettez-vous à peu près pour faire un logo? Parfois je mets 5 minutes, parfois je mets 3 mois. Ça dépend exactement de l'inspiration ou de la difficulté de la chose. Il y en a que j'ai trouvé très très rapidement, qui sont des logos importants. Et d'autres, ça a vraiment mis très très longtemps. Ça dépend, c'est impossible à dire. Il y en a qui m'ont causé beaucoup de travail. Celui-là, je l'ai trouvé tout de suite. On m'a téléphoné de Londres pour me demander de faire un signe pour l'UNESCO et pour l'année internationale du livre. Et en téléphonant, je dessinais un livre et puis je dessinais 2 petits bonshommes. Et quand j'ai eu fini de téléphoner, j'avais mon logo. Mais j'ai dû mettre 3 mois à le mettre au point, à faire des tas de photos pour montrer à Paris aux gens de l'UNESCO pourquoi j'avais fait ça, comment j'avais fait ça, qu'est-ce qu'il y avait comme autre logo du livre pour montrer que j'avais pas fait ce qui avait déjà été fait, etc. C'était toute une préparation. Et au fond, un graphiste, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui travaille, disons, pendant 5 minutes, et puis pendant 3/4 d'heure, il faut qu'il explique à son client pourquoi c'est bien ce qu'il a fait. Oui. C'est ça le problème. J'exagère un peu quand je dis qu'il travaille 5 minutes, hein, bien sûr. Et vous êtes connu dans le monde entier? Mais j'ai des signes comme celui-là qui se sont baladés dans le monde entier. Alors peut-être qu'eux ne savent pas très bien qui je suis, ou ne savent pas qui l'a fait. En général, on ne sait pas qui a fait un logo. Il y a des logos qui sont connus, disons les boules d'Europaya. Personne ne sait que c'est moi qui l'ai fait, à part quelques personnes. Mais on ne sait pas. Celui-là, par exemple, il est dans le monde entier. Parce que c'est le signe pour l'héritage mondial. Enfin, c'est tout ce qui est tous les paysages protégés par l'UNESCO ont cet emblème. Avez-vous fait beaucoup de logos qui sont dans le village actuellement? Des logos dans le village, non, mais j'ai quand même sorti à l'époque certains symboles. J'avais cherché à faire ou à dessiner un coq pour le village wallon en fait. Et puis je suis tombé sur une vieille encyclopédie que j'avais achetée au Vieux Marché, qui était pleine de petites illustrations, des anciennes gravures sur cuivre d'ailleurs. Et là-dedans, j'ai trouvé un petit coq comme ça, que j'ai agrandi sur la caméra. Et j'en ai fait notamment ceci, qui était une affiche pour un carnaval. Et voilà la tête de ce petit coq qui était minuscule, enfin qui avait, je dirais quoi, 3 cm et demi de haut. Voilà, rien que sa tête, donc le coq était encore beaucoup plus grand. Et alors j'avais fait encore de ce coq, ceci au fond était un peu
un peu comme le Nescafé, c'est une affiche instantanée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'annoncer beaucoup ce qui va se passer, mais on peut marquer ici, je sais pas moi, club de foot, réunion au local, jeudi prochain à 18h, par exemple, vous voyez. Et on en met 2, 3, une à haut titre, une à titre et une à virginale, par exemple, et puis voilà. Avec ce symbole du coq qui claironne les nouvelles, Michel a repris sans le savoir l'idée du premier journal local lancé il y a bien longtemps. Comme dans beaucoup de villages, vous aussi, chers amis autitrois, vous aimiez et vous aimez toujours les fêtes. La Saint-Laurent, les processions, les bals, toutes ces fêtes avaient un énorme succès. Plusieurs associations poursuivent sur la lancée et continuent à prendre des initiatives, comme celle, par exemple, d'inviter Saint-Nicolas. Eh bien, les rues d'au titre, mon Dieu, elles sont accidentées. Hein. Enfin, on va arriver. Oui, on arrive. Voilà, voilà. Oh, c'est beau de voir ça comme il s'impatiente. Ils sont sûrement encore. La palette du Riternel attire aussi beaucoup de jeunes de haut titre et des environs. Est-ce que le club existe depuis longtemps? Eh bien justement cette année le club fête ses 25 ans. Il a été créé dans un petit garage boulevard Piron par Jean-Claude Van Varenberg qui est notre président fondateur. Et voilà, au fur et à mesure des années, le club a pris de l'importance. Au début il y avait 3 membres et pour finir maintenant on a 60 membres, dont 33 jeunes. On a 6 équipes, dont 3 équipes de jeunes. Donc on axe fort le club sur la jeunesse. Quelles sont les qualités d'un bon joueur? Alors, en fait on pourrait croire que le tennis de table c'est un sport pépère, c'est un sport de garage. Hein, parce que bon, on appelle ça ping-pong d'abord, c'est pas le tennis de table, c'est le ping-pong. Moi ça m'énerve quand on dit ping-pong, parce que là ici on fait du tennis de table, c'est déjà plus sérieux. Et alors on me dit toujours, le tennis de table, le ping-pong, c'est cool, justement c'est un sport de garage, on ne transpire pas. Je vous modifie de venir, me voir jouer un match, après 5 minutes je transpire comme un dingue. Donc les qualités d'un joueur, premièrement c'est le déplacement. On pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de déplacements parce que la table n'est pas très large, mais c'est beaucoup de très petits déplacements, très secs, très vifs. Il faut avoir beaucoup de réflexes. C'est ça la première chose, beaucoup de déplacements. Deuxième chose, je viens de le dire, il faut avoir beaucoup de réflexes. Donc le réflexe, très important. Donc déplacement, réflexe. Et alors évidemment, comme dans tout sport, il y a les techniques qui jouent. Et ça c'est des heures et des heures d'entraînement. Des groupes se constituent, comme celui-ci, qui a décidé de venir en aide aux enfants du Rwanda en organisant une soirée africaine. Une association toujours très dynamique par ses fêtes, ses brocantes, ses ventes de légumes du potager ou ses ventes de sapins de Noël, c'est la Maisonnée. On connaît peut-être moins à haut titre les activités artistiques de la Maisonnée.
Vous en avez fait beaucoup des tableaux? Environ 40 ou 50 de tableaux, en grand format, petit format. Ouais. Et c'est mieux de travailler sur le petit format ou le grand format? Moi j'apprends sur le petit ou le grand, c'est n'importe pour moi. Ouais. D'accord. Oui. Qu'est-ce que ça représente votre dessin? En fait, ça représente d'une matière assez puissante, donc ça, je travaille en fonction de mélange, je travaille le pastel et le stick, et je fais des touches pour faire la matière, pour dire que c'est puissant. C'est très beau. Vous avez commencé quand ce dessin? Ben, j'ai commencé il y a pas un an au matin. Et maintenant, je termine et je transforme petit à petit. Et vous avez déjà fait beaucoup d'expositions? Environ une quinzaine par an. Dans différents pays? Dans différents pays aussi. Oui, donc l'année passée, on a eu la chance, enfin Thierry de Guetter a eu la chance d'exposer donc en Suède. Pour l'instant, il est en Estonie. Et Pierre, lui, il a exposé en Provence. Alors, c'est qui choisit les œuvres qui partent à l'étranger? Ben, je dirais que c'est le billet du hasard, quoi. Bon exemple pour Thierry. Comment ces œuvres ont abouti donc en Suède? En fait, c'est grâce au CREAM. Je suppose que M. le directeur nous expliquera un petit peu mieux ce que c'est que le CREAM. Qui ont vu les peintures de Thierry. Bon, ils ont remarqué que c'était très intéressant. Et voilà, quoi. Les démarches ont été faites et il a exposé donc, à la galerie Unity à Stockholm, une galerie assez importante. Donc on a parlé du CREAM. Qu'est-ce que c'est le CREAM? Eh bien en quelques mots, donc ça veut dire créativité chez les handicapés mentaux. Et c'est une association qui a vu le jour il y a un peu plus de 20 ans, association wallonne, belge donc, qui a ses origines à Liège, et qui maintenant fait toute une série de petits, d'abord en Belgique, puisqu'on a un CREAM Bruxelles, mais aussi en Europe, puisqu'il y a tout nouveau, le tout dernier CREAM Provence. Il y a aussi CREAM Metz, CREAM Fribourg en Suisse, et il y en a un autre en Allemagne, voilà. Et cette association regroupe en fait des professionnels et des gens qui s'occupent d'art chez les handicapés mentaux. Comme le petit tram, qui passait par au titre « Relier les hameaux et les villages », nombreuses sont les initiatives qui créent des liens et qui nous réunissent. Elles poursuivent, changent, font évoluer ce que nos parents et nos grands-parents avaient imaginé et ce qu'ils ont déjà réalisé. Ces initiatives sont souvent comme un trait d'union dans le temps, entre hier, aujourd'hui et demain, car nous pouvons être sûrs que tout ce qui a changé depuis 30 ans, tout ce qui s'est perfectionné depuis 4 ou 5 ans, sera aussi vite dépassé. Mais le plus important, c'est ce qui ne se voit pas et qui ne passera pas.
Ça va Denou? Ouais. Tu te sens comment là? Ouais, comme un chien, quoi, c'est un peu normal. T'es pas claustrophobe? Non, mais il a de l'air alors. Ah, ça va, ça va. Et ensemble à trois et avec le cheval main. Parce que le propriétaire connaît bien son cheval, c'est lui qui l'utilise pour son loisir, pour son sport. Et le vétérinaire, lui, apporte d'autres soins qui se situent à un autre niveau plus général et nous, on est plus formés au niveau de la spécificité des pieds, c'est joli.